La librairie Ombre Blanche recevait mardi 21 octobre 2025 Marie Gautron, agrégée de lettres et docteur en histoire de l'art, dont les recherches portent sur la réappropriation des objets collectés en contexte colonial en Afrique de l'Ouest et sur l'histoire du paysage, dont l'invention du désert. Elle était invitée à l'occasion de la parution de Désert du Moyen-Âge au XXIe siècle aux éditions Gallimard lors d'une rencontre co-organisée avec la librairie Oxymore de Port-Vendre. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux à la librairie Ombre Blanche d'accueillir Marie Gautron autour de son dernier ouvrage, parce qu'elle en a écrit d'autres, qui s'intitule Désert du Moyen-Âge, dit le sous-titre, au XXIe siècle. Alors j'espère, on va faire dans les clichés, tiens, pour commencer, que vous vous êtes préparés pour ce voyage dans le désert, hein, que vous avez pris vos pataugaz, les shorts, la casquette avec le rabat arrière contre le soleil, pour essayer de ne pas faire comme dans Tintin, le capitaine Haddock qui mettait son mouchoir et tout, et puis qui disait que c'était le désert de la soif. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, non, plus sérieusement, donc, Marie Gautron, on est très heureux de vous recevoir donc, autour de cet ouvrage qui, je le dis, est édité dans la collection La Bibliothèque illustrée des histoires. Il y a une très belle iconographie dans cet ouvrage. Et peut-être pour vous présenter rapidement, vous êtes agrégé de lettres, docteur en histoire de l'art. Vous avez enseigné les lettres, puis l'histoire et la théorie de l'art à l'ENS. Votre champ de recherche s'articule autour de la réappropriation des objets collectés en contexte colonial en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Et puis, vous avez travaillé sur la notion d'histoire du paysage. Vous avez dirigé l'honneur, image de soi ou don de soi, qui a été édité chez Autrement en 1991. Et vous avez publié un roman autobiographique, Rue des Aveugles, chez Calman-Lévy en 2004. Alors peut-être pour introduire cette conversation quand j'aurai retrouvé mes notes, parce que j'en ai partout, c'est bien connu, peut-être dire que cet ouvrage, je dirais pour le présenter, que le désert a été en quelque sorte la terre à la fois des théophanies, des sortilèges, des visions, mais aussi des déceptions, des effrois. Ce fut aussi le terrain des impérialismes. Les impérialismes coloniaux, des conquêtes et des affrontements. Et vous décrivez ce désert au travers à la fois de récits de voyageurs, vous y convoquez la philosophie, l'apport des géographes, les œuvres des peintres, mais aussi les affichistes, le cinéma et la BD. Donc beaucoup de choses s'y côtoient et s'y heurtent en quelque sorte. On va, je serais tenté de dire, du dépliant touristique en quelque sorte, à la mystique soufie, en passant par un territoire aujourd'hui vecteur de migration, et de migration souvent tragique. Un texte très érudit et cependant très facile à aborder et à lire. Je le disais, avec une très belle iconographie, une écriture agréable. Alors peut-être avant de débuter notre conversation et puis ensuite de laisser la parole à l'auditoire, je dirais, comment vous êtes tombée dans le désert, Marie ?
Alors d'abord, je voudrais vous remercier pour cette introduction, vous remercier très chaleureusement, ainsi que la splendide librairie Ombre Blanche, que je découvre avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'émotion, et puis vous remercier, vous toutes et tous qui êtes là ce soir. Alors, comment je suis tombée dans le désert ? Je ne suis pas à proprement parler tombée dans le désert. D'abord, je dois préciser que je n'ai aucun lien familial ou personnel. Je ne suis pas née au Maghreb, je ne suis pas pied noir. Voilà, il s'agit vraiment d'un territoire d'élection imaginaire. Je crois, pour vous répondre, la réponse pourrait peut-être se situer du côté du paysage, précisément. Parce que le désert n'est pas seulement ce stéréotype d'aujourd'hui, cette image qu'on a dans la tête quand on dit désert depuis un peu moins d'un siècle. On a une dune et éventuellement une caravane qui passe dans la tête. Ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais c'est aussi, quand vous entendez le mot désert, dans désert, il y a l'idée de séparation. Un désert est un lieu, par définition, abandonné. C'est pour ça qu'on y est seul et qu'on y est en général terriblement seul. Le désert, autrefois, c'était locus horribilis. Ça faisait partie de ces lieux sauvages. Or, ces lieux sauvages dans lesquels on ne croise personne, qui peuvent être aussi bien la forêt qu'un vaste pays aride, ce sont précisément nos déserts de proximité ou nos déserts lointains. Et je crois que ces vastes paysages solitaires m'ont très tôt sauvé la vie, en fait, que se retrouver seul dans le désert est une émotion que nous partageons tous si nous entendons désert au sens où je viens de le dire, c'est-à-dire un territoire à l'abandon, un territoire où on ne rencontre aucun humain ou très peu. Voilà. Et puis, la première fois que je suis allée dans le désert au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire au sens extrêmement restreint du point de vue du paysage, à savoir un vaste pays aride, c'était au Sahara, j'avais 20 ans, et ce qui m'a fascinée, c'est bien sûr la matière, la matérialité, le caractère absolument exceptionnel des paysages qu'on pouvait rencontrer en allant du nord au sud jusqu'à l'extrême sud de l'Algérie. Mais plus encore peut-être, c'était la manière de vivre qu'induisent ces territoires. C'est-à-dire, et je ne pense pas seulement aux populations nomades, qui sont, comme vous le savez sans doute, de moins en moins nombreuses, mais aux populations qui vivent au désert ou qui vivent du désert. Voilà. Et cette forme de restriction, de vie minimale en quelque sorte, à laquelle on est bien souvent restreint quand on vit par choix ou par nécessité dans un vaste pays aride. Ce que j'ai découvert au Sahara. Et qui rejoignait des préoccupations que j'avais pu avoir par ailleurs, sur le versant qu'on pourrait qualifier de plus spirituel, si vous voulez, puisque le désert, comme vous le savez, c'est aussi le nom que donnent les spirituels dans quantité de traditions à la retraite solitaire, ou plus ou moins conventuelle, enfin, voilà. Donc je pense qu'on va reparler de toutes ces choses, mais ce sont quelques mots d'introduction. Absolument. Donc, désert, je crois que ce qui m'a fait m'intéresser très tôt au grand pays aride, c'est que c'était... en fait, la question que je me suis posée, c'est précisément pourquoi l'Occident, à un moment de son histoire, a été fasciné par les vastes pays arides après les avoir si longtemps détestés et repoussés le plus loin possible. Oui, parce qu'effectivement, notre représentation du désert, et dans l'histoire, votre ouvrage le montre bien, ça n'a pas toujours été ce lieu aride. Lorsque j'ai lu l'exergue de votre ouvrage, il y a deux citations. Il y en a une de La Fontaine et une d'Edmond Jabès. Et donc, lorsque je les ai lues, alors je vais commencer exprès par celle de Jabès, qui dit « Il faut donc retourner au désert réel, qui est bien en effet le vide exemplaire,
mais avec sa poussière même. Et puis, juste au-dessus, il y a un nommé Jean de La Fontaine, et qui dit ceci: « Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais ?» Je me suis dit, mais le désert, c'est pas l'endroit où il fait frais, habituellement. Donc ça veut dire que dans nos représentations, il y a eu autre chose. Et vous montrez bien qu'effectivement, les vastes forêts, les vastes étonnements, vous convoquez Tocqueville notamment, dans un écrit, l'image du désert n'a pas toujours été celle que l'on se représente aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu citer ces deux textes que j'ai placés en exergue et qui disent en effet, d'une certaine façon, tout le contenu du livre. Alors, reprenons la citation d'Edmond Jabès. La formule fascinante, c'est le désert avec sa poussière même. C'est-à-dire qu'il fait référence à cette conception que nous avons aujourd'hui, et encore une fois c'est un point de vue extraordinairement récent, du désert comme espace vide. Enfin, pas tout à fait récent, parce que c'est bien l'histoire que se sont toujours racontées. Vous évoquiez les impérialismes tout à l'heure, toutes les armées conquérantes qui consistent à dire au désert il n'y a personne, donc on peut se l'approprier. Une histoire qu'on se raconte aussi bien au Sahara que dans la conquête de l'Ouest aux États-Unis. On pourra y revenir. Donc, cette équation du désert comme vide, qui est une perception éminemment occidentale. Si vous interrogez un bédouin dans les coins les plus paumés du Sahara, il vous expliquera qu'il y a telle population, telle histoire, telle faune et telle flore, enfin, qu'il y a de la vie, qu'il y a de la culture, qu'il y a de l'histoire au désert, dans les pays arides même. Ce à quoi nous invite l'injonction d'Edmond Jabès, c'est d'arrêter de fantasmer le désert comme une espèce d'entité supérieure, essentialisée, d'où le D majuscule du titre. Parce que vous avez noté peut-être ce titre, désert au singulier, virgule, désert au pluriel. Ce qui est intéressant, ce que je souhaiterais qu'on note, c'est pas seulement le passage du singulier au pluriel, mais c'est la majuscule et la minuscule. C'est-à-dire, ce désert, c'est ce désert essentialisé qu'on fabriquait en quelque sorte les grands penseurs, les grands idéologues, les écrivains, même les musiciens. J'évoque Félicien David qui a créé les Saint-Simoniens, etc. Ce lieu où souffle l'esprit, auquel on se réfère encore aujourd'hui, comme s'il y avait une naturalité d'un désert supérieur, quelque chose entre Dieu et le néant, si vous voulez. Mais vide, mais traversé par l'esprit. Bon. Et à cette représentation du désert, Edmond Jabès invite à opposer une appréhension effective, physique, sensible, sociale également du désert. Le désert dans lequel on s'immerge précisément, où on va croiser des gens, des camions, de l'histoire, de la réalité, tout ce que vous voulez, la poussière même. Voilà, ça c'est la première injonction, et c'est précisément à ce retournement, enfin c'est ce retournement auquel j'invite le lecteur dans ce livre. C'est-à-dire, c'est cette histoire que je raconte, ce balancement entre désert singulier, essentialisé, et appréhension des espaces concrets sous toutes leurs formes. Et la deuxième citation fait référence au caractère de palimpseste de cette histoire, de nos représentations du désert. Parce que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'un livre sur le désert, mais sur nos images du désert, sur l'histoire de nos images du désert. Or, il se trouve, et ça c'est tout le paradoxe, que les images des vastes pays arides arrivent extraordinairement tôt en Occident, et singulièrement sur nos côtes méditerranéennes et bien vite dans le monde atlantique, jusqu'en Grande-Bretagne, en Irlande, etc., portées par tous les textes qui racontent la vie des pères du désert. Qui sont ces pères du désert? Ce sont des fous de Dieu, comme l'écrivait très joliment Lacarrière, qui a écrit un très beau livre sur les pères du désert. Donc on est en fait même pas dans le Moyen-Âge, dans l'Antiquité tardive. Donc c'est ce moment où,
par milliers, par dizaines de milliers, se retirent au désert des hommes et des femmes pour s'y convertir, pour vivre une existence d'ascèse et pour rencontrer Dieu d'une certaine manière, soit en solitaire, ce sont les ermites, ce qui est la condition spirituelle la plus difficile, le sort le plus enviable quand on y parvient, soit sur un mode de vie conventuel. Et tout ça, ça se passe au 2e, 3e, 4e siècle, les grandes figures de saint Antoine, par exemple, que tout le monde connaît. Saint Jérôme écrit, après saint Athanase, qui avait écrit une vie de saint Antoine, saint Jérôme écrit une vie de Paul de Thèbes, dont il fait un précurseur de plus ou moins fantasmé d'Antoine. Et tous ces récits parviennent donc en Occident dès la fin du IVe siècle, et à travers des personnages comme Cassien, par exemple, qui fonde une abbaye près de Marseille, etc. Et cet imaginaire des pères du désert va générer une formidable floraison de vocations immédiatement, d'abord au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la France, puis par la vallée du Rhône remonte, et puis par la navigation, Saint-Patrick, etc. Et ça va donner un monde de vie monastique, d'idéal monastique. Or, que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe une chose très complexe du point de vue de l'imaginaire. C'est que tous les récits, quand vous êtes un paysan d'un petit village de la vallée du Nil, vous faites 3 pas en dehors de la zone cultivée, vous êtes en plein désert, c'est-à-dire vaste pays aride, en effet. Mais donc ces paysages-là, ces lieux affreux, ces espaces minéraux remplis de serpents, écrasés par le soleil, qui arrivent avec les vies des pères du désert, pas seulement Antoine, tous les autres. Comment reproduire la vie de ces hommes dans un pays de collines boisées, de rivières? Comment? Alors, on va chercher les lieux les plus difficiles d'accès, puisque ceux qui fondent le désert au sens spirituel du terme, c'est ce que les spirituels appellent l'anachorèse, c'est-à-dire ce mouvement qui nous fait quitter le monde habité, ce mouvement-là. Donc la première condition, c'est de s'éloigner. Ce que vous percevez très bien dans la peinture italienne de Quattrocento, par exemple, vous voyez toujours les ermites dans une grotte-caverne, ce qui est l'imaginaire byzantin, oriental du désert. Et puis, il y a un espace, quelque chose comme une barrière visuelle, c'est souvent une forêt, justement, et puis vous apercevez le monde habité au-delà. Ces coulisses, ces plans successifs racontent en fait le mouvement d'éloignement, d'anachorèse de l'ermite. Bon, il faut donc l'éloignement et il faut la solitude. Et la solitude, on va la trouver précisément dans les espaces les plus sauvages. Quels sont les lieux les plus éloignés et les plus remplis de bêtes sauvages, de serpents, etc. À l'époque, ce sont les îles. Et les premiers déserts chez nous sont les îles de l'Érins. Vous prenez un bateau, en 10 minutes, vous êtes sur l'île de Saint-Honorat, en quittant Cannes, et vous êtes dans l'un des plus anciens monastères de la chrétienté occidentale, l'un des premiers déserts, absolument parlant. Il faut bien savoir que tous ces hommes et ces femmes ont comme idée de reproduire la vie des pères du désert, et que cet idéal monastique va nourrir toutes les grandes fondations monastiques par la suite, des bénédictins aux trappistes, en passant par tous les grands ordres. L'idéal des pères du désert sera toujours là. Et la deuxième chose, l'espace inhabité, eh bien très vite, parce que des îles, bon, par définition, il n'y en a qu'à proximité du littoral, mais partout en Europe, c'est la forêt. Et la forêt va être l'espace par excellence du désert, du retrait au désert. Vous voyez les grandes fondations, vous voyez le monde cistercien, par exemple, se développe dans la forêt. Donc la forêt va être l'équivalent désert, si vous voulez, dans l'imaginaire occidental. C'est pour ça que vous avez tellement de tableaux qu'aujourd'hui on ne comprend pas. On voit Saint je ne sais quoi, Saint Jérôme par exemple au désert. Bon, il est en pleine forêt. On se dit, de quoi nous parle-t-il? Eh bien non, précisément, il est dans le désert au sens où le monde médiéval va l'entendre. Mais pas seulement. Vous évoquiez Tocqueville tout à l'heure. Tocqueville, donc ce grand penseur politique du 19e, lorsqu'il part aux États-Unis
dont il étudie la société, le modèle politique. Et il rêve de découvrir la forêt primaire américaine. Et à son retour, il écrit 15 jours dans le désert américain. Le même mot qu'il emploie pour parler du Sahara lorsque il donne des instructions très précises pour expliquer qu'il faut éradiquer la résistance au Sahara algérien pour permettre de sécuriser la colonisation du Tel. Donc vous voyez, c'est y compris au 19e, le mot désert signifie le mot forêt et les mots désert et forêt sont à peu près synonymes. Et d'ailleurs, le désert ne devient une notion géographique à part entière. Il n'y a pas d'entrée désert dans les dictionnaires de géographie avant la toute fin du 19e. Ce n'est donc que, en fait, au cours du 19e qu'émerge ce paysage singulier, on pourrait dire l'un des derniers espaces concrets esthétisés par le regard occidental, après le rivage. Alain Corbin a écrit un très beau livre sur l'invention du rivage, ou la haute montagne. C'est l'un, si vous voulez le dire autrement, c'est l'un des derniers paysages naturels, le vaste pays aride, à avoir été jugé beau par l'Occident, esthétisé par l'Occident. Justement, il y a dans cet imaginaire qui va se poursuivre au-delà de la période du Moyen-Âge, notamment, et tout. Prenons par exemple les protestants. Ils se retirent au désert. Et aujourd'hui, le premier dimanche de septembre, régulièrement, il y a l'assemblée du désert. Et peut-être peut-on faire aussi référence à les fameux solitaires de Port-Royal aussi. Et ils n'étaient pas dans un endroit forcément aride. Bien sûr. Se retirer aussi, et prétendaient se retirer au désert. Alors vous évoquez un moment très singulier dans l'histoire de l'imaginaire du désert, qui est le fin 16e, 17e, l'âge classique. Et ce désert protestant, ce désert des Huguenots, qui cherchent dans les espaces naturels qui sont particulièrement arides, d'ailleurs dans les Cévennes précisément. C'est l'équivalent de... Alors ils appellent ça le désert et ils appellent refuge l'exode à l'étranger, qui sont les deux manières de résister à la persécution dont ils sont victimes. Donc le désert, on retrouve bien dans cette idée huguenote, protestante du désert, cette idée... d'un paysage lié à une certaine forme de déréliction, c'est-à-dire le désert. Et les Huguenots se réfèrent évidemment aux Hébreux de l'Ancien Testament. La traversée du désert, c'est une expérience de la déréliction. C'est une épreuve que Dieu fait connaître à son peuple. Dans l'Ancien Testament, enfin ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, dans la Bible des Juifs, et ils sont toujours dans une sorte d'imitation, de la même manière que les moines d'Occident au Moyen-Âge sont dans l'imitation des pères du désert, qui eux-mêmes sont dans l'imitation, il ne faut pas l'oublier, des prophètes juifs, du prophète Élie en particulier, qui se retire dans une grotte. Tout le monde, tous ces prophètes et tous ces dieux, j'allais dire, parce que Jésus aussi se retire au désert, le prophète Muhammad se retire lui aussi dans une grotte. Donc le passage au désert est comme un moment, comme un passage obligé, si vous voulez, de vie, d'expérience d'une forme de déréliction, voire de tentation, avec un T majuscule, pour accéder au salut, en quelque sorte. Et vous évoquez Port-Royal. N'oublions pas que c'est à Port-Royal que Arnaud d'Andilly traduit... propose une extraordinaire nouvelle traduction des Vies des Pères du désert qui fait fureur au grand siècle. Le grand siècle est un moment
où se multiplient les ermites, des figures tout à fait étonnantes. Je cite par exemple l'incroyable Jeanne de Montmorency, qui se retire quelque part dans une grotte au fin fond des Pyrénées. Enfin, c'est des histoires complètement rocambolesques en général, les histoires des ermites. Mais du point de vue de l'histoire des représentations, c'est un moment intéressant parce que c'est le moment où les déserts affreux, avec quasiment un trait d'union, c'est vraiment les déserts affreux, le désert est affreux par définition, est susceptible de devenir un beau désert. C'est-à-dire, c'est aussi un moment où le désert commence à se séculariser. Dans la ligne qui avait été amorcée, j'allais dire dans l'Antiquité, parce qu'en réalité, c'est déjà le modèle arcadien, vous savez, du paysage idéal de l'Arcadie, qui est un paysage aride, en vérité, chez Théocrite, et repris par Pétrarque. Donc on est dans une toute première renaissance humaniste, c'est-à-dire l'idée d'une retraite solitaire qui n'a plus besoin de Dieu comme prétexte, en quelque sorte, mais qui est plutôt un mouvement un peu élitiste de retraite intellectuelle, spirituelle, enfin de l'humaniste en quelque sorte. Et on trouve dans nombre de textes du XVIIe, mais c'est par exemple aussi bien Alceste, le désert dans lequel Alceste souhaite se retirer finalement, une nouvelle idée du désert qui n'aurait plus besoin d'être habité par Dieu ou le diable d'ailleurs, pour exister en tant que lieu de transformation de soi. Justement, si on suit un peu ce cheminement que vous avez abordé, je dirais l'apparition, du désert aride en quelque sorte. Peut-être commence-t-il à la période des croisades notamment, et puis ensuite lors des conquêtes coloniales, mais on y reviendra plus tard. Et peut-être que l'apparition du désert que nous connaissons, enfin, que nous pensons connaître aujourd'hui, c'est le 19e siècle. Et là, il y a un personnage quand même qui fait à la fois une expédition catastrophique, qui est un échec, mais il a amené avec lui toute une série d'archéologues, de dessinateurs. C'est Bonaparte. Bien sûr. Et l'expédition d'Égypte. Bien sûr. Alors vous avez 1000 fois raison de souligner le fait que les contacts entre Orient et Occident, en réalité, n'ont jamais cessé. Là, on est dans un monde dans lequel il n'est pas encore question des déserts d'Australie ou des déserts d'Atacama ou que sais-je, mais où cette idée-là, cette histoire se négocie entre Orient et Occident. Les déserts sont connus des Chinois, par exemple. Oui. Les déserts de Gobi. Absolument, le désert de Gobi qu'on trouve dans les textes de Marco Polo et dans moult récits anciens. Oui. Alors, donc, bien sûr, on avait quelques retours. Vous évoquez les croisades, mais on pourrait évoquer aussi, bien sûr, les récits de pèlerinage. Encore que les pèlerins, curieusement, décrivent rarement les paysages, les espaces concrets, parce que c'est pas ce qui leur importe, c'est l'expérience intérieure. Il y a un récit absolument incroyable d'une pèlerine de l'Antiquité tardive qui s'appelle Égérie, qui dit cette chose tout à fait étonnante. Elle dit, elle vient d'Europe centrale et elle va au Sinaï, et elle dit on ne voit pas la montagne tant qu'on y va. Mais quand on en revient, on la voit pleinement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un regard intérieur, d'un regard qui est en quelque sorte illuminé, si vous voulez. Donc il y a ces contacts, et puis il y a quand même un moment qu'il faut absolument souligner, avant Bonaparte, qui contribue à l'élan de l'expédition d'Égypte, parce que la casserole est sur le feu depuis déjà un moment. C'est ce qu'on va appeler, ce qu'on commence à appeler l'orientalisme, c'est-à-dire une formidable curiosité dont on aurait tort de croire qu'elle ne concerne que le monde des arts. On parle de peinture orientaliste, mais c'est d'abord une libido sciendi, c'est-à-dire un désir de savoir, un désir de connaître, qui se traduit par une formidable accumulation
de savoir, de constitution de collections, traduction de textes, importation d'objets d'art de toutes sortes. Bref, on s'intéresse à l'Orient et par là même, on commence à entendre un peu plus parler de ces pays effroyables que sont les déserts d'Orient, étant bien entendu que l'Égypte fait partie de l'Orient naturellement. Et de grands voyageurs rapportent de premiers témoignages qui contribuent à retourner les images extraordinairement négatives qu'on avait jusque-là des mœurs du désert, des habitants du désert. Le bédouin était par définition menteur, pillard, etc. Et Volney, au contraire, fait l'éloge de ces populations. Bon, on pourrait raconter beaucoup d'autres choses sur ces savants et ces premiers grands voyageurs, et sur ce qu'on va bientôt appeler le Grand Tour, qui était une activité essentiellement aristocratique, ou en tout cas réservée à une élite, parce qu'on ne voyageait pas en troisième classe, hein, on voyageait avec tout un équipage, avec des domestiques, etc. Et on ne partait pas pour 3 semaines, on partait pour 1 an, 2 ans, on y restait très longtemps, et quand on revenait, comme Lamartine ou autre, on écrivait un grand récit, Chateaubriand, Lamartine, bon, vous connaissez. Donc ce grand tour qui va faire résonner le désert, mais un désert non plus uniquement porté par la mémoire de la Bible ou des écrits spirituels, mais par une découverte tout à fait contemporaine, des descriptions, et bientôt des estampes, et très vite des photographies. Dès 1840, on va avoir les premières photographies. Alors, évidemment, il y a 2 moments qui vont fonder littéralement notre imaginaire contemporain du désert, c'est-à-dire cristalliser des images totalement inédites. C'est en effet l'expédition d'Égypte, donc ce moment à partir de 1798, où l'expédition d'Égypte débarque. Et en effet, ce qui est le coup de génie de Bonaparte, c'est d'être parti pas seulement pour accomplir un rêve impérialiste de prise de possession du territoire, mais un rêve scientifique, en l'occurrence archéologique, philologique, etc. Il part avec une armée de jeunes ingénieurs, de jeunes savants, qui constituent l'une des œuvres probablement les plus phénoménales du XIXe siècle, du point de vue de la création scientifique et du point de vue du livre, de l'histoire du livre, qui est la description de l'Égypte, en je ne sais plus combien de tomes, avec des planches d'une qualité phénoménale. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces planches, et qu'est-ce qu'on entend quand on lit les récits de... Alors, une troisième chose que j'évoquerai tout à l'heure, c'est la première démocratisation de cet imaginaire. Parce que ce qui oppose ces voyages du Grand Tour réalisés par une élite plus ou moins érudite, d'intellectuels, de savants, etc., et l'expédition d'Égypte, c'est que c'est les petits gars du contingent qui partent derrière Bonaparte. Donc, il y a des milliers de récits retour d'Égypte qui vont être formidablement littérarisés, que ça soit dans des apologies extraordinaires de Bonaparte, tout ça abondamment illustré, d'estampes, etc. Tout s'en empare. Vous évoquiez tout à l'heure les affiches, la chanson, etc. La littérature, il y a ce texte que vous connaissez probablement, Une passion dans le désert, de Balzac. Tout ça, c'est ce vaste mouvement Retour d'Égypte qui va contribuer à faire découvrir au public français quoi ? Eh bien, précisément ce qu'on voit dans les planches de la description de l'Égypte, à savoir des monuments totalement sidérants d'une civilisation dont on ne savait rien, qui est aussi ancienne que la civilisation juive et qui est enfouie dans les sables. C'est-à-dire un désert qui reste encore à ce moment-là un paysage hostile, puisque c'est lui qui emprisonne, en quelque sorte, qui rend terriblement difficile d'accès ces monuments qui, à l'époque, sont encore enfouis, parfois sous 2, 3, 4, 5 mètres de rocs, de cailloux, de sable, tout ce que vous voulez. Et qui sont décrits avec une admiration et souvent une poésie remarquable par tous les écrivains, tous les auteurs de la description de l'Égypte. Donc c'est un moment de bascule
pas seulement dans l'histoire de l'archéologie et un moment de repositionnement, si vous voulez, de l'histoire de l'art, puisque tout ne commence plus avec le monde grec. Hein. On se souvient qu'avant les Grecs, il y avait les Égyptiens, et on découvre et on importe à tour de bras, pas seulement l'obélisque, mais des objets, vous voyez les galeries du musée du Louvre, et du coup, le désert devient cette formidable caisse de résonance de cet extraordinaire succès idéologique que représente la conquête scientifique, intellectuelle et artistique du désert, qui compense le formidable fiasco militaire, parce que l'armée repart quand même battue à plat de couture d'Égypte. Donc, ce qu'on voit, ce que montre la peinture, une grande partie de la littérature bonapartiste, si vous voulez. L'égyptologie va devenir. Voilà. C'est la grande mode. Oui, mais du coup, le désert devient en quelque sorte l'homologue de la domination impériale, de la domination de Bonaparte. C'est-à-dire, c'est le cadre à sa dimension. C'est-à-dire cet espace vaste, terrible, surdimensionné, devient le seul espace à la hauteur véritablement de la puissance de l'empereur. Et ce fantasme va perdurer au XIXe siècle à travers la conquête de l'Algérie. Voilà. Justement, j'allais y venir, et effectivement, la conquête de l'Algérie, qui a été terrible, en fait. C'est quelque chose il n'y a qu'à reprendre aujourd'hui, on peut lire les journaux des militaires donc de l'expédition, depuis Bugeaud jusqu'à... C'est tout à fait... il y a du massacre, si je puis dire, et c'est quelque chose de terrible. Et là aussi, ça va nous amener à une autre... Enfin, d'une part, ça va prolonger cette perception du désert dans les fantasmes que nous avions, mais va aussi, je dirais, il va y avoir un nouveau regard qui va être porté, puisque il y a la conquête, puis ensuite il va y avoir les travaux des géographes, il va y avoir la photo qui arrive, et puis il y a une autre façon de reconsidérer, si je puis dire, ou de traiter les populations qui sont sur place, avec aussi ce fameux, là aussi, fantasme. On a tous lu quand on était petit, Loti, Peyret, Caillé, que j'avais lu en bibliothèque verte, dans un premier temps, des textes qui étaient, je dirais, tronqués. Enfin, on n'avait pas les œuvres complètes, mais qui vont amener une autre façon de percevoir à la fois le désert et ses populations. De le fantasmer. Ouais. Oui. Alors, en effet. Alors, peut-être déjà, pour commencer, on pourrait dire, il me semble, tout du moins c'est ce que j'ai tenté de faire entendre dans ce livre, et singulièrement dans le chapitre qui s'intitule Sahara, au pluriel, qui raconte le premier moment de cette histoire, c'est-à-dire avant l'apogée coloniale, mais vraiment le moment de la conquête. La conquête du Sahara porte un nom, c'est un euphémisme terrifiant. On appelait ça la pacification du Sahara. C'est une notion très romaine, en réalité, de la guerre et de la conquête. Alors, ce que j'ai essayé de laisser entendre, c'est que, d'une part, c'est ce qui fait la singularité des fantasmes français du désert. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le Sahara est l'un des plus grands déserts du monde, sinon le plus grand, et c'est l'Empire français qui se l'est approprié, nul autre. Donc le Sahara joue un rôle absolument majeur dans l'imaginaire franco-français du désert, dans l'imaginaire hexagonal. Et il m'a semblé, plus j'avançais dans la lecture des textes, des écrits militaires ou des écrits des idéologues, des récits de contre-razzia dans le désert, par exemple, aux archives de l'armée, plus j'éprouvais, presque physiquement, que jamais dans l'histoire de l'imaginaire du désert, le caractère de déréliction intrinsèque du désert n'avait été aussi puissant. Si vous voulez, le Sahara de la conquête coloniale, c'est du désert au carré, vraiment. Pourquoi ? Parce que très vite, les Français, Tocqueville par exemple, estiment que pour faire de l'Algérie
une colonie de peuplement, c'est-à-dire pas un lieu où on passe, mais un lieu où on s'installe. D'abord, c'est la politique du au toit de là que je m'y mette, d'une part, bien sûr. Mais surtout, il faut sécuriser. Pourquoi ? Parce que les Algériens ne souhaitent pas que les Français s'installent chez eux. Donc, la dissidence est immédiate. C'est étonnant, cet homme qui défendait les Indiens d'un côté lorsqu'il va... Ça, c'est tout le paradoxe de Tocqueville, oui, absolument. Et il a cette position sur la question algérienne. Absolument. Alors, au moment même où on se bat contre cette figure extraordinaire, dont vous trouvez un très beau portrait à l'entrée du chapitre Sahara, le portrait de l'émir Abdelkader, grande figure de la résistance algérienne et grand spirituel aussi d'ailleurs, à ce moment-là, les Français estiment qu'il faut sécuriser le tel, c'est-à-dire la zone fertile. Et pour sécuriser le tel, il faut absolument venir à bout des populations nomades ou semi-nomades de ce qu'on appelle la région des Grands Plateaux, c'est-à-dire au nord de l'Atlas saharien, et puis toutes ces populations qui résistent, qui se reforment en armée régulièrement pour faire face à l'occupation, et dont l'espace de repli, en quelque sorte, est le Sahara et l'espace saharien, donc la région des oasis, au sud de l'espace de l'Atlas saharien. Si vous avez un petit peu la géographie de l'Algérie en tête, qui est une notion absolument cruciale pour comprendre l'histoire de l'Algérie. Ce que Braudel disait très bien d'ailleurs, que la géographie était vraiment l'une des clés de l'histoire de la conquête de l'Algérie, sa géographie. Et donc, on ne va pas se contenter de s'installer dans la zone fertile pour se l'approprier, on va livrer des batailles sanglantes, on va littéralement éradiquer les oasis. L'oasis de Zaatcha, qui était très peuplée et très riante, a été intégralement rasée. L'oasis de Laghouat, en 1852, a été totalement exterminée. Et vous trouvez d'ailleurs un récit de cette guerre dans le très beau livre du peintre-écrivain Eugène Fromentin, Un été au Sahara, parce que Fromentin, comme tous les écrivains ou tous les artistes de l'époque, on ne pouvait aller dans le sud en guerre que sur les pas des militaires, sous la tutelle des militaires. Donc, accompagne, ou dans les pas d'un officier des affaires indigènes, Fromentin arrive quelques mois après la prise de Laghouat par les Français, et il raconte que ça puait encore la mort, il y avait encore quasiment des cadavres, enfin, ou la mémoire d'un cadavre à chaque porte. Bon. Et l'histoire ne s'arrête évidemment pas là. Là, je vous parle de 1852. On fête à grand flonflon à Paris la victoire de Laghouat. On met le désert en scène. Donc il y a là pour le coup, c'est plus seulement la vulgarisation à distance de l'expédition d'Égypte. C'est vraiment en plein Paris, dans toute la presse, le pouvoir impérial se gargarise de ces hauts faits qui sont d'autant plus glorieux qu'ils sont plus exotiques, parce qu'évidemment, des populations nomades avec ces chevaux incroyables, les chevaux du désert, ces costumes incroyables que l'armée française s'empresse de copier. Vous avez tous en tête cette acculturation étonnante de l'armée française qui va tenter d'imiter non seulement les costumes, mais aussi l'art de faire la guerre, la rapidité, etc. Tout ça est formidablement à la mode, et à Paris même. Donc, la guerre du désert va devenir un objet de la culture ordinaire, en quelque sorte, via la presse illustrée, qui explose dans les années 1850-1860. La figure du spahi. Comment ? La figure du spahi. Oui, la figure du spahi, absolument, et qui sera relayée par la figure non moins glorieuse du méhariste quelques années plus tard, quand au cheval arabe se sera substitué les splendides méharis, ces chevaux de race extrêmement fins, extrêmement rapides, qui sont les figures dominantes d'un imaginaire partagé qu'on retrouve dans la BD, que vous évoquiez, Joseph Perret, etc. La figure idéale, cinématographique, dont s'empare pas seulement le cinéma européen, mais le cinéma américain. C'est-à-dire ça devient un mythe planétaire, si vous voulez, du vrai saharien. Alors le vrai saharien, mais c'est aussi la figure du légionnaire. Hein. Il sentait bon le sable chaud, mon légionnaire. C'est un gars courageux, qui n'a peur de rien, qui est plus arabe que les Arabes à la limite, hein, et qui
qui sait ce que c'est que le désert, hein, et puis le désert avec un D majuscule. Vous le retrouvez d'ailleurs dans la littérature militaire d'aujourd'hui. Je cite un texte absolument renversant, tout à fait, qui date de moins de 10 ans, où on retrouve cet imaginaire qui donc a survécu en quelque sorte au désastre des guerres décoloniales. Oui, c'est l'image du vrai saharien, en quelque sorte. C'est ça. On le retrouve chez Peyret aussi, Oui. chez Loti. Oui, alors Loti est l'un des premiers, parce que lui, pour le coup, on est au temps du Spahi. Et on est au nord du Sénégal, au sud de la Mauritanie. Et alors, il y a aussi, vous montrez à travers ce texte qu'on avait, que personnellement, j'ai retrouvé en lisant cet ouvrage, c'est aussi cette idée de l'Atlantide de Pierre Benoît. Oui. Et qui vient illustrer aussi cette manière aussi de fantasmer le désert. Alors, l'Atlantide, c'est probablement l'un des livres, et très vite après le livre, puisque Feder s'en est emparé immédiatement après la publication en 1919 du roman de Pierre Benoît. Dès 1920, Feder fait un film absolument extraordinaire, l'Atlantide, et sera suivi par un film allemand de Pabst, qui est absolument glaçant, mais qui reprend la même histoire. Alors, l'Atlantide, c'est un monde kitschissime, au sens où, dans Pierre Benoît, vous avez absolument tout, que ça soit le mythe de Platon, la géographie du Second Empire, des figures mythologiques de toutes sortes, et vous ne l'ignorez pas, la figure centrale de l'Atlantide, c'est de cette terre de l'Atlantide, qui est comme une terre émergée au milieu du désert, donc comme une île au milieu du désert. On retrouve le mythe de l'île d'ailleurs dans l'Atlantide, bien sûr. C'est une figure féminine. Or, ce à quoi il faut être attentif, bien sûr, c'est la date de publication de ce livre, 1919. La France est exsangue, l'Europe est exsangue, le monde est complètement écrasé par la noirceur abominable de cette guerre qui vient à peine de s'achever, et comme un mirage en quelque sorte dans la lumière éclatante du désert, surgit cette figure d'ensorceleuse, dans ce désert sarcophage en quelque sorte, qui mange les officiers fascinés par le mirage de l'Atlantide, surgit donc cette femme qui est aussi, d'une certaine façon, l'incarnation de ce que sont devenues les femmes à l'issue de cette guerre qui a montré leur courage, leur détermination, leur autonomie dans une très large mesure. Et la figure de l'Atlantide, bien que image formidablement négative, en un sens, puisqu'elle attire à elle les voyageurs, singulièrement les officiers, pour les séduire et pour les mettre à mort. Et elle les collectionne dans une salle, vous savez, dans les cigares du pharaon, je crois, il y a cette salle où on voit cette collection de cercueils en porphyre. Bon, tout ça, ça vient de l'Atlantide. Bon, quand je disais c'est kitsch, c'est vraiment kitsch. Et donc, elle collectionne, voilà. Et donc, elle n'est pas sympa, Antinéa, hein, c'est son nom. Mais elle incarne un certain pouvoir, une certaine folie aussi, ce désert, et donc elle cristallise définitivement l'image d'un territoire désirable, un territoire qui rend fou, et un territoire éminemment érotisé. C'est-à-dire qu'à partir de là, le désert va devenir, alors c'était déjà le cas chez Pierre Loti, mais d'une manière un peu marginale, mais ça va devenir, le désert va devenir le lieu de rencontres improbables, toujours liées plus ou moins à la folie ou à la mort. Vous voyez, tout le cinéma saharien des années 30, etc., remettent en scène, en quelque sorte, ce mythe, qui lui-même ne vient pas de nulle part, puisque au cours du XIXe siècle, on a été bercé, mais au plus haut niveau de l'État, par une utopie qui paraît totalement incroyable aujourd'hui, qui était celle de créer une mer intérieure dans le Sahara. Et de même qu'on a été bercé du désir de créer une ligne de chemin de fer, un trace-saharien, c'est-à-dire au moment
où on construisait le train de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, on rêvait en France de faire se rejoindre les territoires de l'Algérie du Nord jusque ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc, si vous voulez, le mythe de l'Atlantide, c'est une sorte comme ça de fantasme absolu qui récupère quantité de fantasmes économiques, politiques, qui ont fait rêver. Vous voyez, certains romans de Jules Verne évoquent très précisément cette mythologie que je suis en train d'évoquer. Et dernière chose, c'est un fantasme tellement puissant qu'il pèse même sur les sciences exactes. C'est-à-dire que les géographes ou les explorateurs vont parler du territoire de l'Atlantide pour parler des montagnes du Hogar, puisque vous l'avez bien compris, Pierre Benoît situe l'Atlantide dans les montagnes du Hogar, comme s'il s'agissait d'un paysage réel, en quelque sorte. Donc vous voyez, c'est très curieux, il y a une sorte de contamination du positif par l'imaginaire à ce moment-là. Puis il y aura l'usage du désert ensuite par d'autres écrivains, je pense à Saint-Exupéry et à Joseph Kessel aussi, oui. Mais Saint-Ex, comme on dit, c'est important. Et puis bon, on est à Toulouse, oui. La Técoère. Absolument. Il y a une très belle affiche d'ailleurs. Oui, il y a une très belle affiche, j'y tenais absolument, une affiche magnifique. Dans l'ouvrage oui. qui montre bien ce que c'était que cette traversée du désert voilà. Par les aviateurs. Oui. Alors, le désert, j'évoquais le cinéma tout à l'heure, c'est l'espace cinétique par excellence. Pourquoi ? Parce que pour aller d'une zone habitée à une autre, d'une ville à une autre ou d'une oasis à une autre, il faut parcourir des territoires, des pays, des distances immenses et sans trop traîner parce que c'est un territoire dangereux du fait du manque d'eau. Alors, c'est la raison pour laquelle, en même temps que c'est un espace de conquête, c'est un espace héroïque, un espace héroïque au sens non militaire du terme, c'est-à-dire au sens de l'aventure, au sens de l'exploration, au sens de la traversée tout simplement. Et très vite, c'est pas par hasard que le Paris-Dakar est né dans ces traversées-là. Et évidemment, vous citiez Saint-Exupéry. Saint-Exupéry incarne ce moment héroïque de la traversée apprendre à traverser le désert avec les moyens de la modernité. En l'occurrence, le courrier, l'avion courrier, les petits avions, la Técoère. Alors, évidemment, Saint-Exupéry est un immense écrivain. Vous savez que le Petit Prince est, paraît-il, avec la Bible, le livre le plus lu au monde. Et vous le savez, le désert est le lieu du Petit Prince. D'ailleurs, vous savez que le Petit Prince est illustré de la main de l'auteur. Et il ne faut pas négliger cette illustration qui est très chargée de sens. Et la dernière image, la dernière illustration du Petit Prince, c'est simplement 2 lignes, 2 courbes qui évoquent 2 dunes et une étoile. Cette étoile, évidemment, où est retourné le Petit Prince. Bon, le désert est un reste. Le désert, le Petit Prince le montre très bien, mais on le lit aussi dans Terre des Hommes, etc., en fait, a ceci de particulier en tant que paysage. Nous parlons maintenant du vaste pays aride. Il n'est bien sûr plus question de forêt ou d'île, mais de ce qui est devenu le désert pour nous aujourd'hui, après ces 2 moments des 18e, 19e que je viens d'évoquer. C'est un reste. En fait, il y a quelque chose d'intrinsèquement cataclysmique dans le vaste pays aride. C'est la preuve que le cataclysme a déjà eu lieu. D'ailleurs, désert, vous entendez l'adjectif dans la forme substantive. C'est désert, c'est-à-dire c'est déserté par Dieu, par les hommes, on ne sait pas. Ce lieu aride, c'est ce qui reste quand le Petit Prince est parti, ou quand l'histoire est terminée, ou quand... oui, et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que le désert est tellement présent dans toute la littérature et le cinéma de science-fiction, enfin dans ces mondes plus ou moins hétérotopiques, en tout cas dystopiques. Même aux États-Unis, on a la prisonnière du désert. Voilà, ces mondes de fin du monde, c'est une image de la fin du monde, si vous voulez. Et l'autre chose, je crois très importante, qu'il faut dire à propos de Saint-Exupéry, c'est qu'il est probablement...
parmi tous les écrivains du désert, celui qui a le plus puissamment fait entendre que le moment de la domination coloniale, il appelle ça, il y avait un seul moment de ferveur, et c'est nous qui l'avons cueilli ou qui l'avons goûté, je ne sais plus. C'est-à-dire que le moment où vous voulez vous emparer du territoire de l'autre ou de la culture de l'autre, de cette fascinante culture du nomade ou de l'homme du désert, vous le détruisez, il n'existe plus. Donc, il y a chez Saint-Exupéry, mais chez beaucoup d'écrivains de cette fameuse veine littéraire ou cinématographique saharienne, si vous voulez, quelque chose comme une nostalgie anticipée devant ce qui est en train de disparaître et dont il sait qu'il est l'un des derniers à le vivre. C'est-à-dire que lorsque nous mettons aujourd'hui en scène de splendides méharistes poursuivant de non moins splendides chefs touareg ou autres, nous savons très bien que l'histoire, la partie est terminée et le rideau est tombé depuis longtemps. Saint-Exupéry, c'est le moment où le rideau tombe. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, par exemple, dans Terre des Hommes. Tout à fait. Et si nous en arrivons à l'époque contemporaine, le désert aujourd'hui, c'est une tragédie. Parce que c'est montré aussi à travers la photographie, notamment. Il y a des photos tout à fait remarquables de Pardon, notamment. Mais aussi, vous avez introduit Salgado, qui montre bien ce qu'est cette tragédie aujourd'hui du désert, de populations qui vont effectivement, à travers les routes, traverser ce désert pour essayer d'accoster, de refaire une vie en Europe. Et c'est une autre façon aussi aujourd'hui d'appréhender, si je puis dire, le désert. Alors, vous évoquez la question de la migration, mais on peut ouvrir le spectre, hélas, encore plus largement. C'est-à-dire que le désert, j'ai évoqué le fait que le désert était un espace tragique de par sa dimension héroïque, si vous voulez, à travers l'histoire. Mais c'est plus largement encore un espace tragique, parce que si vous demandez une seconde, quand, à propos de quoi vous entendez parler de vastes pays arides aujourd'hui, quand vous écoutez la radio ou autre, en général, il s'agit de cet arc de crise qui va grosso modo de la Mauritanie jusqu'à l'Afghanistan, et où vous avez toutes les formes de terrorisme, de guerre, d'affrontement, et bien sûr de migration, voire de famine, aujourd'hui encore. Et ça depuis un bon moment. Et pour ne prendre que le Sahara, par exemple, à la fin de la période coloniale, le Sahara était l'une des régions les plus pauvres, les plus misérables, les populations sahariennes de tout l'empire colonial français. Les choses ne se sont pas arrangées. Ce qu'on ignore souvent, c'est que les espaces désertiques sont en général des espaces... Enfin, les populations sont des populations majoritairement urbaines. C'est-à-dire, il ne faut pas du tout s'imaginer... Je le répète, les nomades sont plus ou moins en voie... Les sociétés nomades sont plus ou moins en voie de disparition. Elles n'existent de toute façon que par le contact qu'elles entretiennent avec des populations sédentaires. Et les villes, si vous prenez simplement le cas du Sahara, les villes ne cessent de grossir dans des espaces écologiques de plus en plus fragiles. Le désert croît, le désert au sens écologique du terme ne fait que s'étendre. Vous savez très bien la question de l'eau, qui est une des questions majeures et qui est évidemment plus sensible encore dans les espaces arides que partout ailleurs. Donc il y a une fragilité des écosystèmes, il y a une hyper-fragilité des populations, il y a ces vagues de migration qui sont montrées, je trouve, avec une admirable dignité par la photographie de Pardon. On pourrait peut-être la montrer, que j'ai placée vis-à-vis de celle de Salgado, qui me met un peu mal à l'aise, je l'avoue, de par son côté pathétique. Alors, parce qu'autant la frontalité de... Alors, c'est un livre où il est beaucoup question d'images, hein, et d'images... Merci beaucoup. Oui, je vais tâcher de la retrouver. C'est pas gagné, tout en parlant.
La photographie de Salgado, elle, montre une famille effroyablement amaigrie, et c'est plutôt le thème, c'est à la fois le thème de la migration, mais surtout celui de la famine liée au désert. Alors, c'est un aspect qui est très vif dans la création contemporaine. On pourrait dire que la migration est presque devenue un sujet cinématographique en soi, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années. Ce sont devenus des thèmes. Et il est bien évident que vous mettez bout à bout migration et désert, vous avez là aussi une migration au carré ou un désert au carré, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait que la migration ait lieu dans un désert redouble évidemment la violence de la pratique, puisque je l'ai moi-même vu en ayant marché un peu dans le thème de la marche. Très important, un désert, ça se traverse à pied, hein, de préférence, et pas en 4x4. Voilà, quand vous trouvez des débris, des restes de ce que les populations migrantes ont abandonné au milieu de rien, c'est inqualifiable. Ces aspects qui fournissent donc leur sujet à tout un pan de notre littérature d'aujourd'hui, alors vous le verrez si vous prenez connaissance du livre, dans toute la partie contemporaine, j'accueille dans le livre non seulement des sources franco-françaises, mais toute la littérature, le cinéma, les arts visuels d'expression française, ou qui ont été très rapidement traduits et dont nous avons très rapidement pris connaissance. Mais à côté de ça, il y a le revers, c'est-à-dire le désert est devenu dans nos sociétés d'aujourd'hui comme l'icône d'une autre forme de déréliction qui est en fait la perte de sens. Ça n'est pas par hasard que, alors qu'on était passé d'une association désert-errance, les Hébreux qui errent dans le désert, les Bédouins errant dans le désert, les Occidentaux ont mis à peu près un siècle et demi à comprendre que les Bédouins n'erraient pas dans le désert, mais que, comme toutes les populations nomades, ils allaient bien quelque part. Hein. C'était des pasteurs ou des commerçants et qui se déplaçaient. Donc, substituer la notion de nomadisme au sens anthropologique du terme à la notion d'errance. Très curieusement, aujourd'hui, on revient à l'association désert-errance. Par exemple, Depardon, qu'on évoquait à l'instant, grand photographe, cinéaste, documentariste, a écrit un livre qui s'appelle Errance, justement. Le désert est redevenu le lieu de l'errance. Pourquoi ? Parce que le désert est devenu précisément ce vide que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce lieu du grand rien, du grand néant, qui est aussi le miroir de nos sociétés de consommation. Il y a dans le livre un plan d'un film d'Antonioni, dont vous vous souvenez peut-être, Zabriskie Point. Zabriskie Point. Donc c'est à la fin du film, qui se passe en grande partie dans le désert américain, les protagonistes font exploser une villa high-tech, avec tous les symboles de la société de consommation américaine. On est vraiment, avec Antonioni, à un moment tout à fait clé de mise en scène de la contre-culture américaine, si vous voulez, de dénonciation de ce qu'au même moment Pérec appelait les choses, c'est-à-dire ce monde qui nous étouffe. Et le désert est devenu l'icône à la fois de ce vide par trop plein, si vous voulez, et aussi de ce vide idéal auquel nous aspirons. Donc, vous voyez, on retrouve ce caractère éminemment paradoxal du désert. Justement, avant peut-être de passer la parole à l'auditoire, il y a quelqu'un, j'aimerais qu'on en parle, qui, je me souviens, m'a refait, je dirais, replongé dans le désert, si je puis dire. C'est Théodore Monod. Je m'attendais à ça. Oui, je m'en doutais. Mais et je trouve que la façon dont Monod et la façon aussi dont sa biographe, Madame Jarry, a parlé de la façon dont il a appréhendé, je veux dire, le désert, c'est quelque chose qui, je dirais, nous permet
je ne vais pas dire d'envisager le désert avec optimisme, mais de repenser, si je puis dire, et d'avoir une autre approche du désert à travers à la fois ses travaux, à travers ses réflexions, et donc qui nous permet, je dirais, d'aller au désert, mais autrement. Merci pour cette ouverture optimiste pour la fin de cet entretien. C'est vrai, Théodore Monod, d'abord, c'est une figure absolument extraordinaire, un homme comme on en rencontre peu, je crois. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'une modestie absolue, d'un engagement admirable. C'était un protestant convaincu et un militant œcuméniste qui, toute sa vie, à partir de l'âge de 30 ans, je crois à peu près, a jeûné tous les vendredis par solidarité avec les musulmans. C'était ce spécialiste d'océanographie, quand je l'ai rencontré, c'était dans son laboratoire au Muséum d'histoire naturelle, au milieu de milliards de petits squelettes de poissons, était probablement l'un des plus grands connaisseurs du désert, qu'il a traversé à pied je ne sais pas combien de fois, enfin des méharrés, mais il descendait tout de suite de son chameau pour observer tout ce qui était à observer. Alors, s'il y a quelqu'un qui répond bien à l'injonction d'Edmond Jabès, le désert avec sa poussière même, c'est vraiment lui. Donc, il faut lire Théodore Monod d'abord parce que c'est merveilleusement écrit, avec un humour formidable, on se régale vraiment, et on apprend à découvrir le désert sous toutes ses formes. C'est un immense naturaliste, spécialiste de sciences naturelles, mais il est très au fait des cultures, des spiritualités, d'un bout à l'autre du Sahara. Et surtout, pas surtout, mais c'est aussi quelqu'un qui fait l'éloge de la marche. Et je crois que la marche et tous les écrivains de la marche sont à relire aujourd'hui pour nous encourager justement à redécouvrir les lieux, les territoires, les hommes tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, pas tels qu'on les rêve. Il ne s'agit pas de voyager comme on voyageait au XIXe siècle. Nerval, par exemple, avait parfaitement conscience en arrivant devant les pyramides. Je ne vais pas les décrire, ça a déjà été fait 10 fois. Je viens juste là pour vérifier, en gros, ce que j'ai déjà lu. En gros, c'est ce que font toutes les agences de tourisme. On nous invite à voir ce qu'on a déjà vu des milliards de fois. Eh bien, des gens comme Théodore Monod nous invitent à découvrir à notre façon à nous, en les marchant, des territoires qui sont toujours à redécouvrir. Le désert n'est plus aujourd'hui le désert qu'a connu Théodore Monod. Il a déjà encore beaucoup changé. Eh bien, je vais vous tendre le micro. Il suffira de lever le doigt, comme on faisait à l'école, et vous pourrez poser des questions. Je serais très heureuse de tenter d'y répondre. Je voulais juste un peu savoir, c'est la place qu'occupent les dromadaires, notamment pour... La place qu'occupent les dromadaires dans le Sahara encore aujourd'hui. Parce que oui, ils sont remplacés par des voitures, des 4x4. Mais est-ce qu'ils sont quand même encore utilisés ou pas du tout? Sauf pour le tourisme peut-être. Alors, je ne suis pas une spécialiste du désert, mais une spécialiste de l'image du désert. Donc j'hésiterais à vous répondre, j'aurais bien peur de me fourvoyer. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la photographie de couverture du livre, je l'ai prise dans l'oasis de Timimoun il n'y a pas très longtemps. Donc on est quelque part au sud du Grand Erg occidental. C'est d'ailleurs une image incroyable parce qu'on se demande ce que c'est. On s'aperçoit que c'est un bâtiment qui n'est pas très épais, qui a l'air d'une porte. En effet, c'est une porte, mais qui n'est pas franchissable. En réalité, la légende de la photo au verso du livre vous dit que c'est une balise pour envoyer les touristes pour montrer où est le Grand Erg occidental, qui fait juste des milliers de kilomètres carrés et qui est comme une montagne devant les yeux du touriste. Eh bien, à proximité de ces portes, et sur un chemin plus ou moins balisé qui mène effectivement à cet immense territoire du Grand Erg occidental, il y a quelques dromadaires pour permettre aux touristes de se payer un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, une journée peut-être, à dos de dromadaires dans le désert, parce que le stéréotype du désert, encore une fois aujourd'hui, qui est le fonds de commerce pas seulement des agences
de tourisme, mais aussi de la publicité. Il y a tout un passage sur la publicité, sur l'usage du pays aride dans la publicité, en particulier la publicité de luxe d'ailleurs, et la publicité de parfum. C'est intéressant, parfum, parce que parfum, c'est l'irreprésentable. Hein, donc, le truc vide, ça, c'est parfait pour le parfum. Voilà, donc l'usage touristique du dromadaire est indéniable. Maintenant, je suppose, je ne suis absolument pas spécialiste des sociétés nomades ou semi-nomades ou ce qu'il en reste. Je suppose, je crois, pour l'avoir entrevu dans des marchés, par exemple, qu'on en a encore l'usage. J'étais à un tout autre coin, mais tout à fait au nord du Burkina Faso, sur un marché qui est en contact avec justement des populations sahariennes du Sud. Et j'ai vu arriver, c'était d'ailleurs une vision absolument splendide, des hommes perchés sur de hauts dromadaires avec des parures extraordinaires qui venaient vendre leurs, j'imagine surtout des bijoux, des choses comme ça, sur ce marché. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années, donc ça remonte un peu. Mais je regrette, je ne peux pas vous répondre du tout. Et je suppose surtout que les usages et les volumes et l'intensité, si vous voulez, de ces usages est extraordinairement variable d'un coin à l'autre. Je pense qu'il n'en va pas du tout de la même façon, de la même chose des chameaux du désert de Gobi et des méharis du Sahara. Je ne peux pas vous répondre. Il faut regarder dans de savants ouvrages, peut-être des écrits de journalistes aussi, c'est possible. D'autres questions? Des remarques? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup. J'ai rarement vu quelqu'un aussi intelligent que vous en face de moi. Bon. Je suis époustouflée et ma question est la suivante. Comment vous allez commenter la phrase « J'ai traversé le désert », vous qui êtes spécialiste à l'image du désert? Quand j'ai commencé à travailler sur cette question, comment vous allez commenter l'expression française, en fait la langue française « J'ai traversé le désert ». Traverser le désert, c'est une expression. Moi, je viens d'un pays lointain, oui, où le désert pour nous est un fantasme. Vous venez de quel, si je peux me permettre? Je viens d'un pays où on a tout, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on, voilà, tout le monde peut nous envier. Je viens de Bulgarie. De Bulgarie. De Bulgarie. Oui. Et le désert pour nous, c'est vraiment un endroit fantasmé. Donc, oui. Je crois que le désert est fantasmé à peu près partout. Et il y a des pays sans désert où on n'a pas, je le raconte dans l'introduction, le Japon par exemple, n'a pas véritablement de mots parce que autant en Chine le désert est présent avec le désert de Gobi à proximité, autant au Japon par exemple c'est une notion presque d'abstraction. Alors, traverser le désert. La traversée du désert, qu'est-ce que c'est? C'est une expression. Oui, c'est une expression qu'on a en nous. En Europe centrale, on dit traverser le désert, et pour moi, c'est traverser l'horreur. Oui. Et je sais pourquoi traverser l'horreur, parce qu'on n'a fait que de mal au désert. De toute façon, l'Europe n'a fait que de mal. Alors, je vous remercie pour cette question, qui est une question très intime, très intérieure en réalité. Bien, je crois que j'ai donné quelques éléments, quelques pistes, c'est le cas de le dire, de réponse à cette question quand j'évoquais les textes fondateurs pour les cultures européennes, les cultures de l'Occident, issus du judaïsme et du christianisme. L'un des mythes fondateurs, enfin de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la culture judéo-chrétienne, c'est précisément la traversée du désert. C'est-à-dire le fait que pour arriver en Canaan, pour arriver en terre promise, pour arriver dans ce territoire heureux et fertile, béni par Dieu, il faut d'abord traverser l'épreuve, le désert, et qui se trouve être incarné, si j'ose dire, dans ces pays du Proche-Orient par un territoire aride. Ces pays qui sont, qu'au XVIIIe siècle encore, on appelait le désert de l'égarement, puis les montagnes du Sinaï où Dieu se révèle, etc. Or, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans ce mythe fondateur de la traversée du désert du peuple juif, on rencontre ce paradoxe
que vous, d'ailleurs c'était l'un des premiers mots que vous avez prononcé dans votre introduction, et je vous en remercie, c'est que c'est à la fois un espace d'épreuve terrible, c'est-à-dire de danger, de mort, et de théophanie, parce que c'est au désert que Dieu se révèle, au buisson ardent, puis au mont Sinaï. Donc l'esprit du désert, c'est ça, si vous voulez. Si vous reprenez cette expression, traversée du désert. Et quand vous dites traversée du désert, un lieu affreux, un lieu de mort, c'est bien ce que l'Occident, c'est bien la raison pour laquelle les vastes pays arides ont représenté aux yeux de l'Occident pendant presque 2 millénaires, en quelque sorte, puisque je vous ai raconté à quel point c'est récent, cette réinvention du désert à partir, grosso modo, du 18e. C'est bien la raison pour laquelle les déserts étaient intrinsèquement affreux. C'était locus horribilis, déserts affreux, etc. Parce que c'était le lieu de l'égarement, de l'errance, de la mort. C'est l'espace de mort. Un lieu aride, c'est la preuve que Dieu, de la malédiction divine, si vous voulez. D'ailleurs, en hébreu, il y a 3 mots pour dire le désert. Et le mot... Le sens courant, c'est-à-dire ce qui correspond en arabe l'espace du bédouin. Le midbar, c'est un désert, mais un désert, le désert parcouru par les nomades, c'est-à-dire dans lequel les troupeaux vont trouver leur subsistance d'une manière ou d'une autre, au prix du nomadisme précisément. Donc ça n'est pas l'empire de la mort. Il y a un autre mot pour dire... le désert de la malédiction divine, le désert absolu. Or, ce qui est très curieux, c'est que l'Occident, en fait, a eu énorme... Enfin, c'est pas curieux, c'est le principe même de la distance, de l'altérité, c'est que l'Occident a eu infiniment de mal à comprendre, d'une certaine manière, que le désert n'était pas uniquement cet empire de la mort, du vide absolu, mais était d'abord expérimenté par ceux qui y vivent, précisément comme un lieu dans lequel on peut vivre quand même, à condition de le traverser, d'aller d'un pâturage à l'autre, etc. Vous voyez ? Donc c'est aussi toute cette histoire que m'évoque l'expression à laquelle vous m'invitez à réfléchir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions ? N'hésitons pas. Bon. Il y a 2 personnages, tiens, on est passé très vite. Hergé et le désert. Et puis le père de Foucault. Oui. Aussi, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, oui. Alors, les zélateurs du désert, les gens qui sont très attachés à ce que j'appelais tout à l'heure le désert avec un D majuscule, nous envoient très vite vers la figure de Charles de Foucault, qui est une figure très attachante, à mon sens, d'abord parce que ça a été un immense connaisseur des Touaregs. Il a commencé à écrire il a travaillé à un dictionnaire Touareg. Il avait pour amis les chefs, enfin il était au mieux avec une certaine partie de la population touareg avec laquelle il était en contact très étroit. Mais c'était aussi, il disait aussi, comme la Périne, c'était aussi un grand soldat, un officier à l'origine, quelqu'un qui voulait apprivoiser les Touaregs pour éviter que la catastrophe ne se produise, et comme vous le savez, elle s'est produite quand même. Voilà. Alors, Charles de Foucault, Hergé... Oui, alors de Charles de Foucault, on a fait évidemment une icône, un martyr. Effectivement, il a été zigouillé en pleine guerre en 1916. Apparemment, il y a tellement d'écrits sur le Charles de Foucault, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Sur Hergé, juste peut-être pour une note amusante et triste en même temps, j'ai choisi de mettre dans le livre cette icône que vous évoquiez tout à l'heure, donc de Tintin, le capitaine Haddock au milieu du désert. C'est une image en pleine page, donc absolument ébouriffante, avec les couleurs, vraiment la ligne claire, plus claire que claire. Et puis Milou qui tient dans sa gueule un os géant qu'on dirait tout droit sorti d'un squelette de chameau au milieu du désert, parce qu'on n'a pas du tout évoqué la peinture,
tant pis. Mais bon, le squelette de chameau au milieu du désert, c'est devenu à partir des années 1860 la représentation qui a permis au regard hexagonal de trouver beau un paysage aride et vide. C'est le tableau de Guillaumet que je commande beaucoup. Bon, il y a cette image, mais j'ai beaucoup hésité avec une autre que vous avez certainement en tête, parce que Hergé fait certainement partie de ces génies qui ont installé, qui ont permis d'héroïser en quelque sorte notre imaginaire du désert. Vous savez, c'est celle où les Dupont sont en volant d'une voiture et tournent en rond sur leurs propres traces dans le désert. J'ai pensé quand j'ai regardé, parce que j'ai repris, je suis allé lire mon exemplaire. Et donc, oui. Effectivement, il y a plusieurs images qu'on aurait pu utiliser aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est une image très contemporaine du désert. Parce que le désert dans lequel on se perd, en fait, dans lequel on est perdu. Et vous voyez, il y a un film qui vient tout récemment de sortir, extrêmement violent, Sirat, voilà, qui prend. C'est une sorte de. On y trouve à peu près tous les ingrédients de l'imaginaire contemporain du désert. C'est un espace où c'est un espace héroïque, c'est un espace de transformation, c'est un espace d'affrontement, et c'est le lieu par excellence de l'erreur, de l'errance, hein, pas de l'erreur, de l'errance. Voilà. Mais vous voyez, tous les grands films, Géry, Thelma et Louise, etc. Voilà, la question de l'errance est toujours... c'est une perception très contemporaine du désert et qui est liée à ce dont le désert est devenu l'icône. C'est pas l'image du désert, mais ce dont le désert est devenu l'icône, à savoir cette nouvelle forme de déréliction qui est justement la perte de sens. Il n'y a plus de sens, quoi. Voilà. Bien, écoutez, nous allons remercier Marie Gautheron. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, invitée à lire et à faire lire Désert, désert. Sachez que vous pourrez retrouver cette conversation sur les podcasts d'Ombre Blanche dans quelques semaines. Donc ce sera mis en ligne. Vous remercier d'avoir été parmi nous. Remercier encore Marie Gautheron. C'est moi qui vous remercie. Et vous souhaiter une excellente soirée. Vous avez pu écouter à l'instant une rencontre avec Marie Gautheron autour de son ouvrage publié chez Gallimard, Désert, désert, du Moyen-Âge au XXIe siècle, à la librairie Ombre Blanche le 21 octobre 2025, réalisé et mis en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.